Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, nous tenons à remercier la SFSE pour cette invitation. Nous avons choisi de faire une présentation à deux voix pour vous parler de l'évaluation des risques et des impacts en situation de multi-exposition. Alors, la présentation que nous vous proposons se décline en 4 parties. Nous prendrons d'abord le temps de nous présenter et de présenter les termes et les démarches d'évaluation d'impact. Nous mettrons l'accent sur l'évaluation quantitative des risques sanitaires et l'évaluation d'impact sur la santé. Et nous conclurons sur l'intégration de ces démarches dans le cadre de l'aide à la décision. Pour commencer cette intervention, Nathalie, est-ce que tu peux brièvement te présenter ? Et oui, donc moi je suis pharmacienne et toxicologue, enseignante-chercheur à l'EHESP et à l'IRSET, donc à Rennes. Mes recherches portent sur les outils pour la prise en compte des expositions au mélange dans les décisions de santé publique. Et toi, Anne, si tu m'en disais un petit peu plus sur toi. Je suis aussi enseignante-chercheur à l'EHESP au département santé-environnement, rattachée à l'UMR à Rennes. Mes travaux que je mène au sein d'une équipe interdisciplinaire regroupant santé-environnement et les sciences humaines et sociales portent prioritairement sur deux thématiques, l'urbanisme favorable à la santé et les évaluations d'impact sur la santé. Alors dans l'équipe, on s'intéresse plus spécifiquement au développement d'outils et de méthodologies pour une meilleure intégration de la santé à différentes échelles de décision. Alors, il nous a paru utile de revenir sur la notion de la multi-exposition pour préciser de quoi on parlait ici. Donc, pour la définir, on s'inscrit dans une approche globale et positive de la santé, deux notions fortes du champ de la promotion de la santé, étroitement liées au concept de l'exposome. Selon cette approche, on considère la santé comme le résultat d'un cumul d'expositions à un ensemble de facteurs de nature différente qui vont influencer la santé. Il s'agit des déterminants de santé. Alors, on parle de facteurs de risque pour les déterminants qui ont un impact négatif sur la santé, comme par exemple la pollution de l'air. Et on parle de facteurs de protection pour les déterminants qui ont un impact positif, comme par exemple l'accès à des espaces verts. En se basant sur le cadre d'analyse pour une conception globale des déterminants de la santé proposé par Lalonde en 1974, on peut classer l'ensemble de ces facteurs selon 4 grandes familles de déterminants. Ceux qui relèvent de la qualité de notre environnement physique, incluant les facteurs de la qualité des milieux et les produits chimiques, ceux qui relèvent de l'environnement physique de notre cadre de vie, tels que la température ou l'ambiance sonore, ceux qui relèvent de l'environnement socio-économique, tels que les interactions sociales, l'accès aux soins ou à l'emploi, et enfin ceux qui relèvent de facteurs individuels, tels que les comportements alimentaires ou l'activité physique, par exemple. Ces facteurs sont tous liés, ils agissent en interaction les uns avec les autres, et ce sont bien ces interrelations qui confèrent à la santé son caractère complexe. Précisons aussi que tous les individus ne sont pas exposés aux mêmes facteurs selon leur âge, leur groupe social, leur situation géographique ou leurs habitudes de vie. Ces différences d'exposition participent à générer ce que l'on appelle les inégalités de santé. C'est notamment ce qu'illustre la représentation graphique des déterminants de la santé proposée par Dahlgren et Whitehead en 1991. C'est donc le cumul d'exposition à l'ensemble de ces facteurs environnementaux et individuels, c'est-à-dire l'exposome, aux caractéristiques génétiques de chacun, le génome, va conditionner l'état de santé et le bien-être des individus. Alors, pour aborder la notion d'évaluation des impacts, nous vous proposons de clarifier un certain nombre de termes. Alors, lorsqu'on parle d'évaluation d'impact, le terme évaluation fait référence à l'action d'évaluer, de déterminer la valeur de quelque chose, c'est-à-dire d'estimer, qualifier, quantifier ou juger. Le mot impact, lui, fait référence à des changements, des effets ou des conséquences. Ces conséquences peuvent être positives ou négatives. Le risque sous-entend deux notions. La probabilité de survenue d'un événement indésirable, qui fait généralement référence à la statistique, donc la quantification, et la combinaison d'un danger avec une exposition, qui peut être estimée de manière plus qualitative. Dans tous les cas, contrairement à la notion d'impact, le risque fait référence à quelque chose de négatif. Comme le risque est une conséquence, de fait, le risque peut être considéré comme une spécificité négative des impacts. Alors, pour résumer, on peut dire qu'une évaluation d'impact est un processus ou une démarche qui étudie les changements causés par une intervention qui peut être de différents types. Il peut s'agir d'une politique, d'un programme, de projets, de dispositifs, d'activités, bref, toute une série d'activités de taille et d'ambition plus ou moins importantes. De plus, elles peuvent concerner de multiples secteurs, comme le secteur de la santé, l'environnement ou le social, par exemple.
Alors, l'évaluation des risques est quant à elle une démarche visant à cerner le danger, c'est-à-dire le préjudice, causé par des facteurs externes, donc une exposition, et à estimer sa probabilité ou sa possibilité de survenue dans une population donnée. Différents types de disciplines sont mobilisées et elles concernent aussi différents secteurs comme la santé, l'écologie, mais aussi même l'économie. Alors, la famille des évaluations d'impact est très large. Donc, dans une étude menée en 2015 par Van Clay, il y a plus de 150 formes d'évaluation d'impact qui ont été identifiées. Vous en avez ici quelques illustrations. On retrouve notamment l'évaluation d'impact sur la santé, sur l'environnement et l'évaluation des risques. Alors, l'évaluation des risques qui, si j'ai bien compris, fait partie de cette large famille d'évaluation d'impact, c'est une démarche qui mobilise, elle, différentes méthodes. Donc là, par exemple, on cite l'épidémiologie analytique, qui consiste à observer et analyser les effets et les risques dans la population, mais on peut citer aussi l'évaluation quantitative des risques sanitaires, ou EQRS, qui mobilise aussi, en plus de l'épidémiologie, la toxicologie. Il est à noter qu'en santé et environnement, le risque peut être traduit en impact sanitaire lorsqu'on connaît la prévalence des expositions. L'impact sanitaire est alors défini comme l'expression populationnelle des conséquences de santé qui peut se présenter de différentes formes, comme par exemple un nombre de cas ou une fraction attribuable. Il s'agit généralement d'une estimation quantitative, et d'ailleurs on parle souvent d'estimation quantitative d'impact sanitaire ou EQIS. Alors, nous vous proposons maintenant de nous concentrer plus en détail sur deux formes d'évaluation d'évaluation. L'évaluation d'impact sur la santé, donc EIS, puis ensuite l'évaluation quantitative des risques sanitaires, le QRS. Alors Anne, du coup, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu définis l'évaluation d'impact sur la santé, ou EIS, en quelques mots? Oui, tout à fait. Alors, l'évaluation d'impact sur la santé, EIS, est une démarche prospective qui s'inscrit à la croisée de la promotion de la santé et de la santé-environnement. Entreprise depuis une trentaine d'années dans de nombreux pays, l'EIS est une pratique aujourd'hui en plein essor et qui se déploie en France depuis 2010. Tel que défini lors du consensus de Göteborg en 1999, l'EIS est une démarche d'évaluation qui cherche à identifier les impacts potentiels d'une politique, d'un programme ou d'un projet sur la santé des populations avant leur mise en œuvre. Elle peut être appliquée à des politiques sectorielles variées, telles que le transport, l'énergie, les projets d'aménagement ou des propositions de loi. En France, elle porte majoritairement sur des projets d'aménagement urbain. Dans cette approche, la santé est considérée dans son acception la plus large, c'est-à-dire incluant la santé physique, le bien-être et la qualité de vie. Et quels sont les points majeurs à retenir de l'EIS? J'en retiendrai essentiellement trois. Tout d'abord, l'EIS s'intéresse à une multitude de déterminants, aussi bien environnementaux, sociaux qu'individuels, et c'est en ce sens qu'elle est susceptible de mobiliser différents types d'outils et méthodes d'évaluation selon le type de déterminant investigué. Elle questionne à la fois les effets positifs et négatifs d'un projet, la finalité étant d'éclairer les décideurs sur les conséquences de leur choix. Et enfin, elle porte également une attention particulière à la répartition de ces effets au sein de la population afin de repérer les groupes les plus vulnérables ou en difficulté. Alors, la démarche fait intervenir plusieurs disciplines et champs d'intervention et elle est structurée en 6 étapes: sélection, cadrage, estimation, recommandation, suivi et évaluation. Toutes conduites en collaboration avec les parties prenantes d'un projet. Enfin, soulignons que cette démarche retient également l'intérêt en raison de sa capacité à rendre opérationnel le concept de la santé dans toutes les politiques, promu par l'OMS via la déclaration d'Adélaïde en 2010 et repris dans la stratégie nationale de santé 2018-2019. Et toi, Nathalie, est-ce que tu peux aussi brièvement nous expliquer ce qu'on entend par évaluation quantitative des risques sanitaires? Eh bien oui, le QRS est une démarche utilisée depuis la nuit des temps. Quand tu traverses la rue, par exemple, tu vérifies la présence d'une automobile en mouvement, tu évalues la possibilité de traverser sans risquer de te faire écraser en fonction de la distance et de la vitesse de la voiture. Ça, c'est une évaluation des risques. Donc, tu le fais sans doute inconsciemment et ce n'est pas du tout quantitatif. Dans le domaine des substances chimiques, qui va nous intéresser la plus particulièrement, la démarche est explicitement utilisée depuis 1880 pour protéger les travailleurs des atteintes à la santé liées au monoxyde de carbone et aux rayons X. Jusqu'en 1980, donc pendant 100 ans, il n'y avait pas d'approche unique et la démarche était fondée sur des avis d'experts sans méthode claire. En plus, il y avait un mélange d'intérêts entre l'évaluation et la gestion. On a vu apparaître un tournant historique
en 1983, aux US avec la publication du Red Book, qui a rendu la démarche méthodique afin de traduire les éléments de la recherche dans l'aide à la décision en évitant les liens d'intérêt par la séparation de l'évaluation en bleu ici et de la gestion en vert. L'appropriation française de la démarche date de 92, où elle a commencé à être utilisée pour répondre aux besoins de décision en situation d'incertitude, et elle a ensuite été introduite dans la loi LOR de 96, dite loi sur l'air, puis en 98 dans la loi de sécurité sanitaire, et enfin en 2004 dans la charte de l'environnement. Il s'agit de l'utilisation de faits scientifiques pour définir, ou plutôt pour estimer, les effets sur la santé d'une exposition de population à des situations dangereuses en vue d'anticiper ou de décider. L'approche se décline en plusieurs étapes: l'identification des dangers, l'évaluation des relations dose-réponse, l'estimation des expositions et la caractérisation des risques. À ces 4 étapes, on a ajouté une étape de cadrage, de formulation du problème, et on y associe maintenant une analyse d'incertitude. On voit bien que les approches sont différentes et en même temps qu'elles ont l'air de mobiliser des outils similaires. La question maintenant, c'est de voir comment on peut questionner ces méthodologies au vu des situations de multi-exposition. Alors Nathalie, en ce qui concerne l'EQRS, peux-tu me dire justement en quoi la situation des multi-expositions vous a conduit à faire évoluer la démarche? Je vais prendre l'exemple des substances chimiques. Par le passé, l'évaluation des risques sanitaires dans sa mise en œuvre répondait à chaque fois à la question des risques liés à l'exposition à des polluants pris un par un. Les situations de multi-exposition nécessitent de faire évoluer la démarche afin d'avoir une approche plus intégrée en considérant un ensemble de polluants et en tenant compte des expositions multisources et multivoies. Pour illustrer ce propos, je vais te présenter les travaux de 2 de nos doctorants qui ont répondu à la question des risques dans le cadre des expositions chimiques via notre environnement intérieur. Alors, dans l'environnement intérieur, on trouve de nombreux polluants. Ils sont émis par un grand nombre de sources différentes auxquelles viennent se combiner les sources extérieures. L'air, les particules, les poussières déposées sont donc contaminés par tous ces polluants. Et l'exposition de la population se fait par voie respiratoire et cutanée, mais aussi par voie orale, via l'ingestion de poussière et le portage main-bouche. Donc, de nombreuses données de mesure permettent aujourd'hui d'objectiver la pollution de l'environnement intérieur. On y trouve de nombreux composés organiques semi-volatiles, par exemple, tels que les HAP, les muscs, des organophosphorés ou bien encore des phtalates. Ici, l'évaluation des risques polluant par polluant ne peut pas répondre à la question d'un éventuel problème de santé publique causé par la multi-exposition. Alors, il va falloir changer la démarche. Pour ce qui est de l'identification des dangers, les méthodes déployées doivent s'attacher à identifier les polluants auxquels nous sommes simultanément exposés, ce qui nécessite une exploitation généralement statistique des données de contamination en vue de faire ressortir des profils majoritaires. Mais ensuite, il ne suffit pas d'aller chercher les effets d'un polluant d'intérêt. Il est nécessaire de proposer des regroupements de polluants pertinents au vu des données existantes à différentes échelles biologiques. C'est ce que j'ai essayé de représenter ici par des poupées russes. Et c'est là où ça se corse. Parce que plus on cherche à affiner d'un effet clinique à un mécanisme d'action, et moins on a de données. L'exemple ici concerne la toxicité neurologique des composés organiques semi-volatiles. Sur 58 polluants, 29 ont été considérés comme neurotoxiques, mais seulement 13 avaient un mécanisme à peu près élucidé qui permettait de les traiter réellement en commun. De même, lorsqu'on étudie les relations dose-réponse, sous l'hypothèse d'additivité, on va étudier la toxicité des molécules les unes par rapport aux autres pour construire ce qu'on appelle des facteurs de toxicité relative à partir de données individuelles. Et en effet, il est vraiment illusoire de se dire qu'on va tester au laboratoire l'ensemble des profils de mélange qui existent sur la planète. Mais cela est possible seulement si les données sont comparables pour les polluants qui ont justement des mécanismes communs. Et là encore, ce n'est pas du tout évident. Si je prends un autre exemple ici, ce sont les composés semi-volatiles reprotoxiques. Sur 23 polluants, seulement 6 avaient des données comparables qui permettaient la construction de facteurs de toxicité relative. Alors, pour ce qui concerne les estimations des expositions, le développement d'outils cinétiques plus ou moins complexes s'avère aujourd'hui nécessaire. On peut aussi associer de la mesure biologique en développant par exemple le non ciblé selon le concept de l'exposome chimique. Vous avez peut-être pu assister à la présentation de Jade sur cette question hier matin. Enfin, pour la caractérisation des risques, les multi-expositions questionnent la présentation des données. En plus d'identifier le risque de manière globale, avec par exemple l'aide d'un quotient de danger comme c'est présenté ici tout en haut, connaître la contribution relative des différents polluants est une façon d'apporter des éléments utiles à la gestion
pour la mise en place de mesures ciblées, puisqu'on pourra s'attarder sur les polluants qui prennent le plus de place dans le risque global. D'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi vous avez besoin de développer les recherches sur ces questions méthodaux. Eh bien oui. Et pour l'évaluation d'impact sur la santé, du coup, Anne, l'EIS, j'ai compris de ta définition qu'elle prenait déjà en compte finalement la question des multi-expositions puisqu'elle vise à s'intéresser à un large panel de déterminants de santé. Alors, j'ai plutôt envie de te demander quelles étapes dans l'EIS sont concernées et comment sont prises en compte ces situations de multi-exposition finalement. Oui, alors dans l'EIS Göteborg, ce sont plus précisément dans l'étape de cadrage et l'étape d'estimation des impacts que l'on va considérer cette situation de multi-exposition. Pour expliquer comment, je propose de partir d'un exemple concret d'un projet de type aménagement urbain. Ici, un projet d'aménagement sur une friche qui se situe à Lille. Un objectif de l'étape de cadrage est d'analyser comment le projet envisagé est susceptible d'agir sur la santé en s'intéressant aux multiples liens et mécanismes qui relient le projet à la santé via un large panel de déterminants de santé. Pour cela, on élabore ce que l'on appelle un modèle causal, une démarche qui vise à tracer tous les chemins qui relient les différentes interventions du projet à la santé. La première étape de l'élaboration du modèle causal consiste à repérer les principales composantes du projet. Ce sont différentes actions de même nature ou visant le même but, comme la mise en place d'infrastructures ou d'équipements tels que la construction de nouveaux logements, l'installation d'une nouvelle ligne de tram, l'aménagement des espaces publics, mais ça peut être aussi des mesures législatives, comme par exemple une limitation de la vitesse ou l'interdiction de circulation aux poids lourds. Ensuite, il s'agit d'identifier les changements apportés par chacune de ces composantes, c'est-à-dire les effets directs et indirects du projet, et d'envisager les conséquences possibles sur les déterminants de santé et enfin la santé dans toutes ses dimensions. Ces effets, qu'ils soient directs ou indirects, peuvent interagir entre eux, et plus le projet est d'envergure, plus les interactions entre les effets risquent d'être nombreux, tantôt synergiques, tantôt antagonistes. L'objectif ici est de vous montrer la logique de construction du modèle logique. Cette illustration est loin d'être exhaustive. Mais pour vous donner une idée et sans entrer dans le détail, voici un exemple concret de modèle causal réalisé pour un projet d'aménagement, d'un projet de contournement autoroutier. Sur ce schéma, on y retrouve bien les différentes composantes du projet, leurs nombreux effets directs et indirects, les liens de ces effets avec les différents déterminants de la santé et enfin, les effets de ces déterminants sur la santé. La construction de ce schéma, donc modèle logique, est nécessaire pour identifier quels sont les déterminants de santé susceptibles d'être le plus affectés par le projet et de quelle façon. Et aussi pour faire une première appréciation des bénéfices et des dommages causés par le projet. Il permet de construire une vision partagée du projet et de sélectionner les impacts qui seront plus finement étudiés par la suite. Enfin, il structure la réflexion, favorise les échanges de points de vue entre les parties prenantes et prépare la construction de la matrice des impacts de l'étape suivante. Soulignons ici que le modèle causal est un outil de travail construit collectivement et susceptible d'évoluer. Alors, l'étape d'estimation des impacts, comme son nom l'indique, consiste à estimer les impacts sélectionnés dans l'étape de cadrage. Pour ce faire, on travaille sur la construction d'une matrice d'impact qui prend souvent la forme d'un tableau Excel dont les lignes présentent les variables propres aux catégories de déterminants de santé, comme par exemple la qualité de l'air, les nuisances sonores, l'activité physique, etc., et plusieurs colonnes relatives aux impacts, mécanismes explicatifs, indicateurs, sources d'informations, groupes de population affectés, temporalité. Cette matrice sera progressivement complétée pour chacun des impacts étudiés ou variables étudiées en utilisant de nombreuses données à collecter et issues de diverses sources d'informations telles que la littérature grise ou scientifique, les observations de terrain, la réalisation d'enquêtes auprès de citoyens, d'experts ou décideurs. Des outils quantitatifs de type EQIS peuvent être également mobilisés selon le type des variables investiguées. Par exemple, lors de nos dernières EIS portant sur un projet d'infrastructure routier, nous avons été amenés à utiliser une EQIS pour étudier la variable qualité de l'air. Cette étape d'estimation se termine par une synthèse globale pour mettre en perspective l'ensemble des impacts.
Elle peut se présenter sous la forme d'un graphique, tel que présenté ici, ou sous une forme plus littérale qui consiste généralement à rédiger une synthèse des impacts potentiels positifs, des impacts potentiels négatifs et ceux incertains lorsqu'il existe des incertitudes dans le projet. Et enfin, un dernier paragraphe sera dédié aux effets sur les inégalités de santé en termes d'aggravation ou de réduction. Voilà, Nathalie, ce que je pouvais dire sur les multi-expositions dans les évaluations d'impact sur la santé en quelques minutes. Ok, ce qu'on peut retenir de cette présentation, c'est que la famille des évaluations d'impact, elle est très large, qu'elle intègre des démarches et méthodes variées dont la terminologie peut parfois entraîner une confusion parce qu'on donne des définitions proches aux termes impact, risque ou évaluation. Par exemple, le QIS dont on a parlé et l'EIS ont des terminologies très proches alors que ce sont des méthodes différentes. Si je comprends bien en fait, on peut utiliser les résultats d'une EQIS de type fraction attribuable au nombre de cas dans une évaluation d'impact sur la santé. Oui, tout à fait. Comme j'ai pu le montrer, une EIS Godboard peut utiliser différents types d'outils selon le type de projet évalué, les déterminants explorés et les données disponibles. Par exemple, pour explorer l'impact d'un projet sur la qualité de l'air et quantifier l'impact sanitaire qui en découle, on peut en effet être amené à utiliser un outil quantitatif d'estimation d'impact sanitaire de type RQ+, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et tu ne l'as pas évoqué dans le projet que tu as présenté, mais est-ce qu'on peut également utiliser les résultats d'une EQIRS dans l'EIS? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas à ce jour en France de démarches de type EIS Godboard qui ont intégré les résultats d'une EQRS, mais cela est tout à fait possible et imaginable. Ok. Eh bien, notre présentation témoigne que pour aborder les multi-expositions, nous disposons d'une multitude d'outils et de méthodes. Et comme nous avons pu le présenter à travers 2 exemples, ces démarches d'évaluation présentent à la fois des points communs, notamment en termes d'étapes, et ont leur spécificité, notamment en termes de déterminants explorés et de parties prenantes impliquées. Alors, pour aider à mieux appréhender ces multi-expositions, un enjeu majeur consiste à mieux les faire connaître, comprendre comment elles s'articulent pour être en mesure de mobiliser celles qui seront les plus appropriées pour provoquer le changement et promouvoir la santé de tous. Voilà, nous vous remercions de votre attention. Merci beaucoup.